Bonjour à tous. Je vais essayer de partager l'état de réflexion que nous avons à partir de notre place. Donc déjà de dire de quelle place je parle. Au départ, moi je suis donc anthropologue du fait religieux. J'ai un cabinet d'expertise depuis 6 ans. Mais j'ai fondé une association qui s'appelle le CPDSI, Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, il y a 2 ans, à la suite de demandes de parents, d'une centaine de parents qui avaient pris contact avec moi et qui voyaient leur enfant en voie de radicalisation. Donc c'était uniquement une association pour instaurer un groupe de parole, qu'ils puissent échanger entre eux au départ. Et puis très vite, ces parents ont eu accès aux communications de leurs enfants avec les réseaux djihadistes. Donc on a commencé à lancer des recherches sur le contenu de ces communications, qui a donné lieu à un rapport qui est disponible sur le site du CPDSI et qu'on a remis au ministre de l'Intérieur très vite. Et donc moi j'ai été détachée pour faire ce travail pendant 1 an. Uniquement pour essayer de travailler sur le processus à partir des familles, puis ensuite pour travailler sur des indicateurs d'alerte, c'est-à-dire comment clairement faire un diagnostic de début d'embrigadement ou de début de radicalité, appelez-le comme vous voulez. Et la 3e étape, en avril 2015, le ministre de l'Intérieur nous a mandatés pour qu'on puisse expérimenter une méthode de désembrigadement, puisque la prévention avait été plutôt efficace. On se retrouvait avec des centaines de jeunes arrêtés à la frontière qui avaient essayé de partir, et la question devenait, certes, on les a repérés, certes, on les a empêchés d'aller à la mort, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, puisque certains jeunes partaient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, une fois par l'Allemagne, une fois par l'Italie, une fois par l'Espagne, une fois par la Tunisie. Enfin, les trajets sont divers et variés. Donc aujourd'hui, on est mandaté pour transmettre notre expérimentation, soyons humbles, aux cellules anti-radicalité que l'ensemble des préfets doivent mettre en place par obligation de circulaire. Chaque préfet est censé avoir trouvé ses éducateurs, ses psychologues, et chaque équipe est censée prendre en charge les familles qui le demandent. Je ne vais pas revenir avec vous sur le fait qu'il y a un profil classique du jeune qui part en Syrie ou en Irak, qu'on étudie, je crois, on est nombreux à étudier depuis une dizaine d'années. Ce sont d'ailleurs ceux qui passent à l'acte aujourd'hui, en tout cas sur le terrain français. Donc ce sont principalement des jeunes qui clairement sont issus de l'immigration. Ce sont des jeunes qui se sentent sans rapport territorial, qui se sentent de nulle part. Olivier Roy a beaucoup travaillé sur cette absence de lien à un territoire, mais d'autres aussi. Je crois que les recherches convergeaient sur le profil de ces jeunes. Jeunes qui avaient aussi, dans le profil classique, grandi dans des trous de mémoire. Jeunes qui avaient souvent des figures de pères déchus dans ce profil classique. Quand je dis père déchu, le père qui n'a pas pu faire son rôle de père pour marquer les limites, ça peut être père au chômage, ça peut être père alcoolique, ça peut être père violent aussi, qui ne peut pas faire son rôle de père, père incarcéré, enfin bon, je vous passe toutes les figures de père déchu. Et donc des jeunes qui souvent avaient un profil de petits délinquants à la base, sans instruction religieuse, ça reste le point commun, vous le verrez, mais des jeunes qui n'avaient pas intégré la loi au sens symbolique du terme, et évidemment un manque d'espoir social aussi, c'est le profil classique qu'on a étudié pendant des années. Moi, je ne vais pas revenir dessus, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de recherches dessus et encore aujourd'hui, et je vais partager avec vous ce qu'on a vu arriver depuis 2 ans, ces fameux parents qui m'ont contacté. Aujourd'hui, 1000 personnes, 1000 jeunes sont passés au CPDSI en 2 ans, ce qui est quand même énorme. Les chiffres ont un biais certain, parce que je rappelle tout de suite
que même au niveau des 4000 du numéro vert en France, vous savez que donc la France a mis un numéro vert dans les forces de police, et donc il y a 4000 personnes qui ont appelé, donc 4000 suivis, dont je récupère 1000 en suivi direct. Sur ces 4000, il faut bien poser le postulat que ce sont les parents qui ont téléphoné au numéro vert, donc aux forces de police. Ce ne sont donc pas 4000 personnes représentatives, ce sont 4000 parents qui font confiance aux institutions de l'État, qui n'ont pas peur de ficher leur enfant et qui disent « Allô, je pense que mon enfant est en train de se faire radicaliser », qui pensent qu'ils ont les moyens cognitifs de rectifier l'injustice si on avait une, qui pensent qu'ils ont assez de relations pour pouvoir faire en sorte qu'ensuite leur enfant trouve un travail. Donc il est évident que les 4000, le chiffre national français, est un haut de l'iceberg, car combien de parents ne doivent pas oser appeler ? Surtout que depuis les attentats, il y a une incarcération quasi automatique. C'est-à-dire qu'avant les attentats de Paris, il y avait une étude individualisée du dossier judiciaire. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui partent en incarcération qui n'ont pas mis les pieds en Syrie. Le simple fait de préparer le voyage ou d'avoir l'intention de voyager peut mener à une détention provisoire. Donc, ces 4000 signalements, on les prend dans leur contexte. Et les 1000 que nous avons, qui ont le même biais, puisque finalement ce sont des parents qui nous appellent ou qui appellent le numéro vert, sachant, pour que les choses soient claires au niveau de la base, que nous travaillons pour le ministère de l'Intérieur et que automatiquement nous faisons le relais avec le numéro vert. C'est-à-dire on n'est pas une association confidentielle depuis avril, on est clairement mandaté par circulaire, donc les gens savent, je le marque en gros sur le site, que quand ils nous appellent, c'est comme s'ils appelaient les forces de police. Sauf que je suis une figure humaine et que beaucoup préfèrent passer par moi, même s'ils savent que je remonte et que je le leur redis, plutôt que de faire l'inverse et d'avoir des gens un peu anonymes qui répondent avec des formulaires. Bon. Ça, c'est pour vous donner les cadres. Sur ces jeunes-là, j'ai environ 65% de moins de 21 ans, qu'on sache aussi de qui on parle. Pour les filles, c'est 85% de moins de 21 ans. Les filles, ça commence à 12 ans. Les premiers 12 ans sont arrivés ces derniers mois. 2 filles de 12 ans ont préparé leur départ et ont été menottées à la frontière. Les garçons, c'est 14 ans, l'âge minimal. Et ça s'arrête en général, nos prises en charge, à l'âge de 25 ans. Sachez aussi que nous, les parents qui nous appellent, on a chez les garçons 49% de familles de référence athées, complètement athées, papa et maman. On a une moyenne de 30% de références catholiques, c'est de l'autodésignation, ce sont les parents qui, dans le travail qu'on fait avec eux, estiment qu'ils sont de conviction athée, de conviction catholique. On a à peine 20% de familles de référence musulmanes qui nous disent tout de suite qu'elles ne sont pas pratiquantes. Je précise que quand une famille est de référence athée, je la mets en référence athée, même si le nom est maghrébin. Je ne fais pas de fichage ethnique. Je demande à la personne comment elle se définit au niveau de sa conviction. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu l'échantillon. Ce qui est intéressant pour nous aussi, avant de commencer l'analyse, c'est de savoir que sur les 1000 jeunes qui sont passés au CPDSI, aucun n'a fréquenté les frères musulmans. Aucun, statistiquement parlant. 10% a fréquenté une mosquée avant la radicalisation. 40% n'a fréquenté absolument personne. C'est directement un passage vers les rabatteurs, immédiatement les réseaux, et on a 50%, ce qui est 1 sur 2, qui sont passés par un discours dit salafiste, donc les fameux imams YouTube, et on en reparlera parce que c'est quelque chose sur lequel on doit échanger. Ce n'est pas une connaissance du salafisme profonde, mais ça a été leur entrée en islam.
Pour moi, la différence qu'on voit ces 2 dernières années, c'est qu'on assiste à une individualisation de l'embrigadement, c'est-à-dire que clairement, il y a finalement le groupe radical sur Internet. Alors j'ai oublié de dire que 100% de nos jeunes ont communiqué par Internet. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe physique, bien entendu. Ça veut dire que le mode de communication privilégié pour provoquer l'exaltation et toutes les étapes du processus de radicalité se passe par l'intermédiaire de vidéos sur Internet et la communication est favorisée par ce système-là. Ça n'est pas incompatible avec d'autres modes, bien entendu. Quand je parle d'individualisation de l'embrigadement, en étudiant les conversations téléphoniques de ces 1000 jeunes, on voit clairement qu'il y a une étape d'embrigadement relationnel et une étape d'embrigadement cognitif ou idéologique, appelez-le comme vous voulez. Quand je parle d'embrigadement relationnel, on assiste clairement à un schéma où, et c'est là que j'utilise parfois le terme de le fait que les rabatteurs utilisent des techniques de mouvement de dérive sectaire, c'est parce que l'embrigadement relationnel, dans les premiers petits pas, qui ne se voient pas d'ailleurs la plupart du temps, va absorber le jeune dans son nouveau groupe, c'est-à-dire que la communication va chercher l'isolement de l'individu, de tous ces interlocuteurs qui contribuaient à sa socialisation, très clairement. Ça, c'est la première étape. Ça passe beaucoup par la théorie du complot, c'est-à-dire que ça passe par injecter aux jeunes l'idée que finalement il ne peut plus faire confiance en aucun adulte, il ne peut plus faire confiance en aucune institution, encore moins en la politique, puisque ces sociétés secrètes auraient finalement ces Illuminati. Vous savez que quand vous êtes sur, par exemple, les mensonges de la marque Nutella, il faut 6 clics pour passer de la malbouffe aux Illuminati. En 6 clics, vous arrivez à des vidéos qui montrent que les Illuminati tiennent le monde entier et donc ont acheté l'ensemble des adultes. Donc, par divers procédés, le jeune rentre dans une vision du monde où il est paranoïaque, où il ne peut plus faire confiance en personne et où très vite on va le mener à se mettre en rupture clairement avec donc ces interlocuteurs qui contribuaient à sa socialisation. D'où l'interdiction de la musique, d'où l'interdiction des images avec des analyses liées aux religieux qu'on pourrait aussi décortiquer, d'où l'interdiction stricte de la mixité, d'où la rupture scolaire qu'on voit apparaître pratiquement à chaque fois parce que on va lui dire que ses professeurs sont payés pour l'endormir et donc pour garder son discernement, il doit rompre avec l'école ou la faculté. Et bien sûr, le dernier, il va rompre avec ses anciens amis, hein, c'est un des indicateurs qu'on a banalisé aussi. Alors évidemment, tous les adolescents qui sont en rupture avec leurs anciens amis ne sont pas radicalisés, mais je connais aucun radicalisé qui a gardé ses anciens amis, tout simplement parce qu'il se sent dans un autre monde, qu'il a l'impression que ses anciens amis sont complètement se sont fait avoir et qu'il a besoin de se distinguer. Rupture amicale, rupture parentale bien entendu, puisque globalement il y a dans la majorité des cas une désaffiliation. Sur les 1000 jeunes que moi j'ai suivis, je n'ai eu aucun jeune qui se considérait encore l'enfant de ses parents et c'est le nouveau groupe qui fait miroiter une communauté de substitution sacrée, qu'il aime vraiment, qu'il aime comme il est, qui va le valoriser et qui va lui montrer que ses parents musulmans ou pas, hein, pour les musulmans, les parents deviennent, vous le savez, des égarés, des hypocrites dont on doit se méfier aussi s'ils n'ont pas fait leur départ sur la terre du Cham. Et pour les catholiques et les gens athées, bien entendu, voilà, c'est très rapide.
Donc il y a toujours une désaffiliation. L'embrigadement relationnel va aussi consister, une fois que le jeune est absorbé dans son nouveau groupe, je vous rappelle qu'on compte à peu près 200 communications par jour en moyenne, de textos et de mails, hein, c'est très très intense, des mails très valorisants, hein, on s'appelle ma perle d'amour, etc., entre femmes ou entre hommes. Une fois qu'il y a cette fusion au sein du groupe, il y a aussi une absorption dans ce groupe fusionnel qui a pour but d'effacer la singularité de la personne et ça se fait aussi avec cette histoire de plus avoir de contours identitaires, c'est-à-dire que les jeunes expriment très très fort dans le processus de désembrigadement comment c'est difficile de redevenir un individu et comment ils avaient le sentiment d'être eux-mêmes à l'intérieur du groupe, comment ça les protégeait, comment ça les ressourçait d'avoir le sentiment d'être eux-mêmes parce que la personne finalement physiquement est la même, hein, même les hommes, ils n'ont plus de contours identitaires non plus. Et donc il y a cet aspect-là est très fort. Nous on parle de désintoxication de la tribu numérique pour vous donner une idée du travail en termes de désembrigadement, c'est-à-dire que le côté embrigadement relationnel est plus fort que l'embrigadement idéologique. On amène un jeune à faire le deuil de son mauvais engagement et à faire le deuil de l'utopie présentée par Daesh plus facilement que de lui faire redevenir un individu qui pense et qui est capable de se distinguer d'un groupe, surtout pour les adolescents. Les adolescents, c'est très très long. Bon, quand on passe ensuite, il y a bien sûr un tournant où le jeune va intégrer le fait qu'il est missionné par Dieu, va se sentir élu pour une mission divine, et là, l'embrigadement cognitif ou idéologique commence avec cette fameuse individualisation du motif, c'est-à-dire que les rabatteurs font clairement parler les jeunes sur Internet de façon à repérer leur profil psychologique et de façon à adapter le message de Daesh ou d'Al-Nosra, parce que ce sont beaucoup les rabatteurs d'Al-Nosra qui font ce travail fin, aux aspirations cognitives et émotionnelles de ces jeunes. Donc quand on regarde, alors c'est bien sûr cette étude nous on appelle ça dans notre argot comment Daesh a mordu le jeune. C'est cette étude sur le profil psychologique qui va nous permettre de désembrigader. Si on se loupe sur les motifs sur les utopies que le réseau djihadiste a fait miroiter aux jeunes, eh bien on va difficilement détricoter le travail qui a été fait. Pour vous donner une idée sur nos 1000 jeunes, mais plus spécifiquement sur les 250 qui sont passés en désembrigadement, par exemple les garçons, nous avons uniquement 4% de jeunes qui partaient en connaissance de cause dans le projet de Daesh, qui partaient vraiment pour se battre, pour faire de l'extension du califat, prêts à tuer ceux qui ne pensent pas pour eux, à peine 4%. Ceux qui partaient dans ce que j'appelle la hijra terre promise. Je parle de terre promise parce que le mythe, c'est d'adhérer à des vidéos de manège où on fait miroiter aux jeunes le fait que là-bas, ce sera une terre sans voleurs, sans violeurs, avec des vraies valeurs de l'islam, avec aucune injustice sociale. Donc je parle de terre promise, c'est les couples. Hein. On a beaucoup de couples qu'on a dû expertiser qui partaient avec des petits-enfants pour se mettre à l'abri dans leur esprit, dans une terre où il n'y aurait pas d'injustice. Bon, qui ont donc été récupérés à la frontière. Hein. Je rappelle, mon échantillon, c'est toujours des jeunes qui ont été récupérés à la frontière. J'ai 7% de jeunes qui partaient pour cette raison-là. J'ai 10% de jeunes qui partaient pour mourir. C'était leur projet. C'est-à-dire que clairement, les rabatteurs travaillent sur l'histoire de la fin du monde qui arrive bientôt, et ce sont souvent des jeunes qui ne sont pas de famille musulmane, qui veulent mourir au Cham
pour sauver leur famille, catholique ou athée, et éviter qu'ils subissent des tortures au moment de leur mort du fait qu'ils ne sont pas de la Aqidah, de la vérité, et donc même des petits musulmans de familles non pratiquantes peuvent partir pour mourir. J'en ai 16% qui partent encore pour de l'humanitaire, persuadés qu'ils vont sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, même au bout d'un an. Parce que dans la première étape de l'embrigadement relationnel, eh bien, ils vont quand même couper les jeunes des médias aussi, hein, pas que des professeurs et des parents. Donc forcément, la seule information qu'ils ont, c'est par les réseaux. Et j'ai 63% de jeunes qui partent chez les garçons pour avoir une communauté noble, pour faire partir d'une communauté où ils auront un rôle, où ils pourront améliorer le monde et où souvent, alors dans ces 60%, on va dire, je fais filles et garçons, dans l'appartenance à une communauté noble, vous avez beaucoup de jeunes qui ont présenté le concours de l'armée française avant, il y a 1 an ou 2 ans, et qui ont été recalés. Ça, je le redis tout le temps. On a énormément de jeunes qui ont postulé pour l'armée ou la gendarmerie, donc qui étaient à la recherche d'une communauté d'hommes, d'aventures, qui se posent la question qu'est-ce que c'est être un homme, mais qui voulaient servir à quelque chose et qui voulaient quand même améliorer le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces profils. Et chez les filles, ce qui correspond à ces 60%, c'est la recherche, nous on appelle ça la belle au bois dormant. C'est-à-dire, c'est une jeune fille, 50% de nos filles ont subi un abus sexuel dans la petite enfance, 50%. Et il semble que les rabatteurs leur fassent miroiter, enfin c'est pas il semble, c'est certain qu'ils leur font miroiter, une protection. C'est-à-dire que finalement le niqab devient une armure, une protection, une séparation entre le corps et le reste du monde qui apparaît comme protectrice, une carapace. Elles appellent leur niqab mon doudou, hein, c'est pour vous donner une idée de... Là aussi, il y a une vraie désintoxication gilbabienne ou niqabienne dans le désembrigadement qui n'est pas le moindre de nos problèmes. Ça les protège. On leur promet aussi un monde sans mixité de manière stricte. Ça les rassure énormément parce que l'abus sexuel n'a généralement jamais été traité. Et puis, on leur promet un prince qu'on leur présente comme le sauveur des enfants gazés par Bachar el-Assad, hein, comme quelqu'un qui remplace l'ONU, qui n'a pas bougé finalement, donc qui ne peut être qu'un homme protecteur, qui ne peut pas être un homme... il y a un grand décalage entre la vision du djihadiste chez ces jeunes et celle des journalistes. Et c'est 60%, alors beaucoup de jeunes filles catholiques, de familles athées, un petit peu moins de familles musulmanes, mais tout de même cette grande utopie d'avoir enfin une protection. Donc il y a vraiment cette adéquation entre le besoin du jeune, de la problématique du jeune due à l'adolescence, le faire parler, lui proposer, adapter le message de l'engagement à la problématique du jeune, et le jeune s'engage de lui-même ensuite, persuadé d'avoir cette mission. Ça, c'est pour vous donner un peu le profil de base. Nous, notre objectif en termes de désembrigadement, déradicalisation, nouvel engagement, pareil, appelez ça comme vous voulez, c'est le CPDSI finalement devient une espèce de sas, d'espace transitionnel entre Daesh et le monde réel. C'est-à-dire qu'il a pour objectif clairement de faire comprendre aux jeunes que ce qu'il vit comme une mission divine est en fait quelque chose lié à sa problématique personnelle et qu'il n'y a rien de divin dans ce projet. Donc évidemment on va devoir mettre des méthodes en place qui ne reposent pas sur la raison,
puisqu'on a affaire à des jeunes qui sont persuadés de détenir la vérité, et que moi j'ai expérimenté le discours religieux alternatif il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à travailler sur ce que j'appelais tout à l'heure le profil classique. Ça n'avait déjà pas fonctionné puisque par définition le jeune est dans un monde binaire avec le vrai, le faux, les bons, les méchants, et personne ne peut avoir une autorité sur eux au moment où ils sont encore au cœur de cet embrigadement. Le discours religieux alternatif peut intervenir avant ou après, bien sûr, mais il faut que l'individu soit en capacité de dialoguer et n'ait pas peur de se faire à nouveau endormir par son interlocuteur, que ce soit le meilleur imam ou le meilleur psychologue. Bon. Donc nous avons essayé de construire et d'expérimenter une méthode qui repose sur les affects, pour justement ne pas se placer sur le domaine de la raison et de raisonner le jeune. On travaille beaucoup avec l'aide des parents, ce qui fait que les jeunes ne sont pas égaux face au désembrigadement, parce que si les parents sont décédés ou si les parents sont incarcérés, ou même éventuellement radicalisés, mais enfin ces derniers ne nous appellent jamais pour aider leur enfant, donc on ne les voit pas, nous les familles radicalisées, on les croise jamais. Donc on va beaucoup s'appuyer sur les parents pour ressusciter la filiation et les sensations humaines. C'est-à-dire que dans l'embrigadement, on voit bien que le jeune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est désaffilié, mais aussi on lui a enlevé ses repères affectifs, ses repères intellectuels d'avant, de son ancienne vie. On va ressusciter ça en évoquant des souvenirs, on appelle ça grossièrement la Madeleine de Proust dans notre argot de tous les jours, c'est-à-dire que on va demander aux parents de refaire les petits riens de la vie quotidienne pour que le jeune ressente des sensations qu'il ressentait du temps où il estimait que ses parents étaient encore ses parents. Donc on va demander aux parents de reproduire des faits et gestes, des odeurs, des couleurs, des promenades, des événements qui ont marqué la vie de cet enfant. Ça a beaucoup d'avantages parce que ça fait travailler aussi les parents sur l'histoire du jeune. Donc pendant ce temps-là, ça nous permet de bien cerner le profil de ce jeune et de bien mûrir la façon dont les rabatteurs ont utilisé ces aspirations cognitives et psychologiques à ce moment-là. Ça marche très fort. C'est-à-dire que c'est très très rare que cette méthode ne fonctionne pas. Quand il y a le même gâteau, la promenade en barque, la pêche à la ligne, la même musique, ça fait toujours un effet sur le jeune. L'objectif, c'est bien sûr très humble, hein, c'est de casser la carapace un peu anesthésiée du jeune qui fait plus rien avec ses parents, qui connaît plus ses parents, qui n'aime plus ses parents, qui est complètement... les parents vous le disent de façon... très brutal, hein, ils vous disent il est là sans être là, c'est plus lui, il n'y a plus rien de mon enfant. Voilà, et donc en ressuscitant des petits riens, il y a finalement un inconscient qui se remet en place et qui permet aux jeunes de rééprouver des émotions et de se remettre en petits liens humains avec sa famille. Pour certains jeunes, il est arrivé que des jeunes sortent de l'embrigadement et du projet d'aller mourir ou d'aller uniquement avec ce travail parental. Il est arrivé de sortir des jeunes sans les voir. Et ça, c'est vraiment important à savoir. De toute façon, nous, au départ, on ne voit jamais le jeune, hein, parce que si on voit le jeune, les rabatteurs se mettent en contre-pouvoir et commencent à lui donner des conseils sur ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est d'ailleurs notre principal problème avec les équipes des préfectures, c'est que vous avez beaucoup d'éducateurs qui sont mandatés, qui ont été... la culture institutionnelle de l'éducateur, c'est la relation de confiance, c'est la libre adhésion, et vous avez les rabatteurs dans les réseaux qui disent aux jeunes qui sont confiés à des éducateurs « va faire du vélo avec lui », va faire du théâtre avec lui, comme ça, dans 2 mois, ils vont classer le dossier en disant que tu te réinsères, et on reprend contact, et on se lâche. Donc ça, c'est
nous, on essaye de bien cerner le problème et on va toujours approcher le jeune de manière très détournée. Donc, première étape, cette Madeleine de Proust qui n'a l'air de rien, qui est quand même difficile à mettre en place parce que quand le fils commence à mettre la tête sur l'épaule de son père parce qu'il y a eu quelque chose, le père n'a qu'une envie, c'est de réutiliser la raison en lui disant non mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais dire à l'islam? Est-ce que tu te rends compte quand même bon voilà, et ça il faut surtout pas. Hein, si les parents se remettent à vouloir raisonner ce jeune avant qu'il soit sorti de cette spirale, c'est une régression de 6 mois, voire une perte. Hein. Bon. Donc c'est pas si facile que ça. Les parents sont coachés, il nous arrive d'avoir le parent 3 fois dans la journée. Le parent ou le conjoint. Ça, vous savez, cette méthode a fonctionné pour Mariam, la maman d'Asia, Myriam Rahem, qui a récupéré son bébé l'année dernière. Elle a utilisé cette méthode avec son mari. Hein. Tu te rappelles, mon chéri? Tu te rappelles quand elle est née? Tu te rappelles quand on allait au Quick? Tu te rappelles quand on s'est connus? Tu te rappelles? Et pendant 10 mois, elle a eu des textos horribles. De toute façon, on part en kamikaze avec Asia, donc la petite avait 11 mois, 12 mois. De toute façon, on part en kamikaze demain. De toute façon, c'est à toi de venir pour mourir avec nous. C'était une horreur, les réponses. Et un jour, et on ne saura jamais pourquoi, au bout de 10 mois, il a répondu « Oui, je me rappelle ». Et ce gros con de raciste au Quick, il nous avait dit ça et ça. Et là, la difficulté, c'est de garder sa posture, de tu te rappelles, et de surtout pas raisonner. Hein. Et je l'ai vécu de près avec elle, ce n'est pas simple à faire. Et jusqu'à finalement, 4 jours après, il lui a dit « Rejoins-moi à la frontière, on part en Thaïlande, on refait notre vie ». Et elle a dit « Oui, mon chéri, j'arrive hein. ». C'est comme ça qu'elle a récupéré l'enfant. Oui. Première étape importante, pas si facile que ça. Facile à dire, pas facile à faire. Deuxième étape, il faut trouver le bon moment. Il ne faut pas que cette première étape dure trop longtemps. Et on va trouver le bon moment pour faire... On a conçu, la deuxième étape, c'est un peu les alcooliques anonymes. C'est-à-dire on trouve des repentis qui ont le même profil psychologique que le jeune qu'on veut désembrigader. Donc si le jeune qu'on veut désembrigader, il voulait sauver des enfants, on va prendre des gens qui étaient partis pour sauver des enfants. Si celui qu'on a, il voulait se venger parce qu'il avait eu plein de discriminations, on va prendre quelqu'un qui est parti pour se venger parce qu'il avait vécu plein de discriminations. On a un vivier de 50 repentis où on va essayer de... Et on est toujours dans une posture où on ne parle pas à celui qui vient, qui d'ailleurs ne sait pas où il va. On coécrit un scénario avec les parents inventent des mensonges, on va dans une association pour faire la différence entre l'islam et la radicalité, on va dans une association qui va préparer ta défense juridique, ils inventent quelque chose où le jeune les suit, parce que vous avez quand même des gros gaillards de 25 ans qui font 80 kilos, c'est pas facile, donc ils inventent, quand le jeune rentre, il comprend qu'il a été piégé, déjà il me voit. Donc en général c'est assez radical, il essaye de partir, mais moi j'ai commencé à discuter avec les repentis, donc il entend des choses qui sont son histoire, il entend des gens qui parlent de Daesh, il entend des gens qui parlent des mêmes rabatteurs que lui, des mêmes mythes présentés, des mêmes espoirs qu'il avait en allant là-bas, donc il entend la rétro-analyse de ces repentis, qui du coup en profitent pour se stabiliser, hein, parce que ça leur fait toujours du bien d'analyser leurs contradictions entre ce qu'ils avaient cru que Daesh était, puis la réalité de Daesh où il n'y a pas d'islam, ce décalage-là, du coup ça les attire. Finalement, ils s'assoient, j'en ai aucun qui est parti définitivement, ils s'assoient, ils font semblant de ne pas écouter, de ne pas regarder. Et puis finalement, en général, au bout de 2 heures de témoignage du repenti, le nouvel embrigadé craque. Il craque et il met en mots tout son processus, il balance tout. Il vous balance même le réseau en général. Hein. Oui, c'est un tel, oui, c'était à bout, c'était le même que toi, ils m'ont dit la même chose, je devais détester mes parents, je devais haïr machin. Enfin, en général, c'est assez fort comme séance. Ça sort, ça dure encore 2 heures. Le double objectif, c'est de faire prendre conscience du mécanisme qu'on a décrit
Et puis, c'est aussi de faire prendre conscience du décalage entre les mythes utilisés par les rabatteurs et la réalité sur le terrain, puisque les quelques personnes qui ont été là-bas peuvent témoigner qu'ils ont été incarcérés, qu'il n'y avait pas de Coran en prison, que les têtes sur les pics, place de Raqqa, les handicapés tués à bout portant et non pas du tout sauvés, mis en kamikaze, ils peuvent témoigner de la réalité de l'absence de l'islam là-bas, et c'est ça qui marque en fait et qui provoque... cette étape en général est assez décisive. Il y a encore quelques jeunes qui retombent, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se stabilisent pendant un mois, on imagine que c'est terminé, et puis en fait, un mois plus tard, les parents nous rappellent en nous disant en fait il est en ambivalence, et souvent ce sont les adolescents qui n'y arrivent pas, qui ont besoin encore d'un long suivi. Les adolescents sont très très durs à stabiliser, notamment par rapport à l'embrigadement relationnel dont j'ai parlé. Et là, on a construit une troisième étape avec le temps qu'on appelle dans notre argot le club des rescapés, où on les voit toutes les 3 semaines et où ils vont mettre des mots sur cette ambivalence. Alors quand je parle d'ambivalence, c'est très fort, hein. Le lundi, il vous sauve un petit de 14 ans qui devait partir, il vous dit d'appeler la police, vite, vite, dépêche-toi, il vous appelle à 2h du matin parce qu'il vient d'avoir le renseignement, vous appelez l'UCLAD, vous mettez vous faites tout un pataquès, vous sauvez le gamin en général, hein, c'est toujours des vraies informations, il vous sauve des vies. Et puis 3 jours après, il vous rappelle à 3h du matin, mais cette fois-ci c'est pour vous menacer, vous dire de toute façon ils m'ont bien dit, c'est toi qui es payé par les sionistes, par Cazeneuve, par le ministre de l'Intérieur, tu nous endoctrines, on va pas que te tuer, on va te faire des sévices, machin, voilà. 5 jours après, il vous rappelle en pleurant pourquoi je t'ai dit ça, au secours, enfin voilà. Et ça dure. Alors on a des jeunes qui sont stabilisés, on a un recul qui n'est pas un recul scientifiquement, hein. On est vraiment, je crois qu'il faut dire que là on est en vérification. Il y a des jeunes qui se sont assez stabilisés pour passer leur bac scientifique, hein, et pour rentrer là en médecine notamment, hein, au hasard, les filles elles partent toutes en médecine pour faire des vrais soins et sauver des vraies vies. Bon, je pense qu'il faut attendre 3-4 ans pour être sûr que, pour dire de façon affirmative, elles sont stabilisées. Je pense qu'il faut être très humble, mais elles ne présentent plus aucun symptôme. Elles remangent avec tout le monde, elles ne pensent plus qu'il y a de la gélatine de porc dans la mayonnaise, elles ne pensent plus que... Enfin voilà, elles sont mélangées à la société et elles sont réinvesties dans un projet correct. Peut-être je dis juste 3 mots de ce qu'on appelle les indicateurs de sortie de radicalité, mais très rapidement. Évidemment, on va vérifier que le jeune se replace dans sa filiation, qu'on reconsidère ses parents comme ses parents, et que quand il dit « nous », il s'agit bien de sa famille ou de ses amis, mais qu'il ne s'agit pas du groupe, hein, avec lequel il était en fusion, bien sûr. On va beaucoup travailler sur la prise de conscience du décalage entre le mythe qui lui a été présenté, son motif personnel et la déclinaison réelle de l'idéologie. C'est-à-dire on va vraiment vérifier qu'il sait que c'est lui qui avait besoin d'être utile, c'est lui qui avait besoin de sauver, c'est lui qui avait envie de mourir et qu'il en travaille, c'est-à-dire qu'on l'amène à faire un travail de psychothérapie chez le psy, mais c'est derrière nous, hein, nous on est toujours ce sas, mais pour qu'il travaille sur le fait de... En fait, moi, ma grosse approche, ça a toujours été pourquoi le discours radical fait autorité sur un jeune. S'il fait autorité, c'est qu'il fait sens. Donc comment ce discours a fait sens, hein, ça a toujours été mon approche depuis des années. On va travailler à ce qu'il